Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Les perles du jour. Petit ours brun a de la fièvre. Oh, oh tiens, voilà quelqu'un. Petit ours brun. Coucou, c'est toi mon copain. Petit ours brun. Et petit Olivier Véran, eh bien, il a donné ses futures recommandations aux futurs vaccinés. Et oui, le ministre de la Santé et des Solidarités a reçu une première dose de vaccin AstraZeneca. Je ne sais pas s'il a choisi le bon vaccin, mais enfin, c'est bien. Oui, il a payé de l'exemple et ça, franchement, bravo. Mais alors, aujourd'hui, eh bien, il continue parce qu'il est cohérent et persistant et militant, et il a raison. Il prodigue ses conseils aux futurs vaccinés. Écoutez. Petit ours brun a de la fièvre. Alors, comment se porte notre petit malade? Vous continuez de porter le masque, hein? Je ne suis pas malade, je n'ai même pas mal. Bien sûr. On relâche pas les gestes barrières. Oui, et si vous voulez être bientôt guéri, il faudra prendre les médicaments et rester bien au chaud dans le lit. Dans quelques temps, on saura si vous êtes protégé même des petites infections et si vous êtes protégé du risque de contaminer les autres. Ce serait la meilleure nouvelle. Ce serait formidable. Retrouver la vie d'avant. Ne t'inquiète pas, mon ourson. Je vais bien m'occuper de toi. En attendant, au lit. Pour l'instant, il faut être encore très attentif. Quand maman ours s'occupe de lui, petit ours brun est toujours ravi. Et quand il est un peu malade, elle gâte son ourson chéri. Ce coquin de virus qui mute tout le temps. Tu fais toujours ton coquin, mon petit ours malin. Tape dans tes mains. Oui. Petit ours brun. Voilà. Écoutez, c'est très joli. On a mélangé le petit ours brun, effectivement, et Olivier Véran qui prodigue ses conseils aux vaccinés. Écoutez, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes de Picouze et on est content. Mais on va peut-être parler aussi de l'état des lieux tout de suite avec Martine Vonner, députée du Bas-Rhin. Voilà, allez, restez avec nous puisque dans quelques instants, justement, on va rencontrer quelqu'un d'autre que le petit ours brun avec qui s'est occupé Olivier Véran, c'est Martine Vonner, parce qu'il y a un très beau dialogue à l'Assemblée nationale qu'on reprendra. Restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et donc aujourd'hui, André Bercoff est en face à face avec Martine Vonner, qui est députée du Bas-Rhin, Libertés et Territoires, et médecin psychiatre. Eh bien, Martine Vonner, je vois, vous m'avez envoyé un tweet ce matin, d'ailleurs que j'ai retweeté. Vous avez dit, on ne peut plus discuter à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je vais venir discuter chez Bercoff à midi. Et on est heureux de vous recevoir, évidemment. Mais auparavant, pourquoi ne peut-on plus discuter à l'Assemblée nationale? Écoutez. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, mardi 17 novembre, vous répondiez à ma question en commission d'enquête parlementaire Covid. Je vous cite, « Vous avez évoqué un traitement précoce ? Je ne sais pas de quoi il s'agit. En tout cas, je n'en connais pas. » Vous feignez alors d'ignorer l'existence de centaines de médecins qui soignent leurs patients avec des traitements qui fonctionnent. Oui, des traitements ambulatoires précoces. Chaque jour, des médecins y ont recours en toute responsabilité. Monsieur le Premier ministre, ma question va être précise. Allez-vous mettre enfin les moyens pour la prévention, notamment la vitamine D et les thérapies précoces contre la Covid, à la hauteur du zèle que vous mettez pour vacciner et limiter les libertés des Français? Merci. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Vonner, je voudrais vous être agréable. Je vous jure que je fais mon maximum. Madame la députée Vonner, vous avez tour à tour dans cet hémicycle vanté les mérites de traitement dont même les auteurs considèrent désormais qu'ils n'étaient pas efficaces. Vous avez ici vanté le non-port du masque comme étant une solution de liberté limite protectrice contre le virus. Vous avez nié tant la deuxième vague que les possibilités d'une troisième vague. Vous niez, en tout cas vous attaquez assez durement, je crois, à la stratégie vaccinale. Je ne peux plus vous lire parce que vous m'avez bloqué sur Twitter sans que j'ai jamais eu d'interaction avec vous. C'est dommage, mais je lis la presse. Je n'ai pas vu les documentaires auxquels vous avez participé, mais à nouveau, j'ai vu que la presse en était fait l'écho et déplorait qu'une représentante de la nation puisse participer à des documentaires de nature complotiste. Madame la députée, chacun est libre dans cet hémicycle de son intervention. Je suis libre de mes réponses, vous l'avez. Madame la
Madame la députée, vous avez la parole. Monsieur le ministre de la Santé, votre réponse n'est pas vraiment satisfaisante. Oui, nous attendons un vaccin sûr et efficace, mais la stratégie vaccinale est insuffisante. Chaque mois qui passe, ce sont des centaines de vies que nous pourrions sauver. Vous continuez à nier, pour des raisons qui vous échappent et qui échappent aux Français, le droit de chacun à être soigné. Inde, Brésil, République dominicaine, Argentine, pour ne citer que, ces pays utilisent l'ivermectine, l'azithromycine et l'hydroxychloroquine, la vitamine D et le zinc. Les hôpitaux restent vides dans ces pays. Croyez-vous un seul instant que les attaques médiatiques mettant en scène des journalistes ou des sociétés privées de conseil qui se découvrent des compétences médicales peuvent empêcher les médecins de soigner? Fidèles au serment d'Hippocrate, les médecins ont le devoir de soigner. Eh bien, je vois que vraiment l'harmonie est au beau fixe entre Olivier Véran et vous, Martine Vonner. Ça, on sent. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est-à-dire que, bon, on lui répond, évidemment, il attaque, c'est tout à fait son droit, et puis il est dans son rôle. Mais en fait, quand vous dites que la discussion est impossible, parce qu'on évite les sujets qui fâchent ou quoi? Merci André de me permettre de m'exprimer aujourd'hui à votre antenne. En effet, ce qui est absolument terrible, et vous l'avez bien dit, Olivier Véran répond en attaquant. Il n'a absolument pas apporté le moindre argument par rapport à cette question tout à fait simple, qui est la question de la prévention et du traitement ambulatoire précoce. Cette question était très simple. Aujourd'hui, malgré ce qu'il sous-entend, je ne suis pas du tout anti-stratégie vaccinale. Je me pose beaucoup de questions sur ce vaccin. Mais vous n'êtes pas anti-vaccin pas du tout. Je n'ai jamais été anti-vaccin. J'aime toujours à rappeler que dès le début de mon mandat, j'étais aux côtés d'Agnès Buzyn, qui a fait rentrer dans la loi en 2018 les 11 vaccins obligatoires. D'ailleurs, certains même me le reprochent. Mais non, j'ai 3 enfants, mes enfants sont vaccinés, moi-même je suis vacciné pour l'intégralité des vaccins. J'ai toujours recommandé les vaccins, la vaccination, des vaccins classiques, tels que Pasteur les avait inventés. Cette vaccination, aujourd'hui, interroge. Elle utilise une technique qui n'a pas été éprouvée, en fait, chez l'homme, mais les quelques essais des vaccins ARN messagers chez l'animal n'ont pas du tout été concluants, même c'est extrêmement inquiétant. On va revenir sur les vaccins, Martine Vonner, mais je voudrais d'abord qu'on parle sur des traitements ambulatoires. Vous dites en fait qu'on a complètement négligé l'avant, c'est-à-dire avant qu'on ait une vraie crise, avant qu'on soit obligé d'aller à l'hôpital, avant, etc. Vous dites que tout cet aspect a été négligé, voire pratiquement ignoré. Alors, en tant que député, j'aimerais revenir sur cette question du débat. En effet, oui. Dans l'hémicycle, on doit pouvoir, et je suis une élue de la nation, et je porte la parole de beaucoup de citoyens. Je ne suis pas là pour défendre une quelconque thérapeutique qui serait dangereuse. Aujourd'hui, nous avons un collectif, plusieurs collectifs de médecins qui se sont regroupés. La coordination santé libre. Tout à fait, la coordination santé libre. Je rappelle jusqu'ici 30 000 professionnels de santé qui vous ont rejoint, 30 000 et 100 000 citoyens. C'est ça ? Tout à fait. Et cette coordination santé libre a déjà fait 2 conférences de presse pour expliquer, on va dire, l'action de terrain en première ligne. Je rappelle que les médecins ont prêté le serment d'Hippocrate, que face à ce serment, ils ont l'obligation de soigner. L'obligation. Le devoir, l'engagement. C'est extrêmement fort de soigner leurs patients, à la condition que les patients arrivent jusqu'à
qu'à leur cabinet. Parce que nous avons tous en mémoire les messages depuis le début de la crise sanitaire, depuis mars 2020. Les messages écrits, oraux, les gens sont bombardés et on continue à leur dire aujourd'hui, restez chez vous, restez confinés, il faut faire le test PCR. Tout cela peut se faire, en tous les cas, l'inscription pour avoir le test PCR peut se faire depuis chez soi, sur un logiciel particulier mis à disposition par l'assurance maladie. La personne va faire son test PCR. S'il est positif, la personne peut elle-même s'auto-prescrire un arrêt de travail. Elle continue à rester chez elle, cette personne, confinée, dont acte, mais plusieurs jours peuvent se passer sans qu'elle ne voie son médecin. Or, le collectif des médecins qui traite dit la chose très simple: si vous avez le moindre signe clinique, allez consulter votre médecin traitant. C'est lui qui vous connaît, c'est lui qui connaît vos contre-indications, c'est lui qui va pouvoir vous accompagner par un traitement. Ce que j'évoquais également dans l'hémicycle, alors bien évidemment, le ministre, il a quand même été très fort parce qu'en moins de 2 minutes, il a réussi à prononcer le mot Trump, Javel, complotiste. Il m'a accusé de prôner l'automédication. Toutes ces choses que je récuse absolument de façon très forte, je n'ai jamais dit ça. Je conseille simplement aux personnes d'aller voir leur médecin traitant, et c'est le médecin traitant qui saura le mieux accompagner en proposant ou non un traitement. Aujourd'hui, il y a quand même plusieurs molécules qui ont même, pour certaines, je vais citer l'ivermectine, ont été aujourd'hui dans plusieurs pays autorisées et sont promues en première intention. Toujours pas en France ? Toujours pas en France. Et d'ailleurs, le ministre m'a répondu en disant une fois de plus que je ne connaissais rien à la science et qu'il y aurait peut-être des essais en cours. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'à partir du 17 février, nous avons tous été 2020, hein, on 2020, se le rappelle, hein, nous étions tous confinés. Ouais. Et au même moment, alors qu'il n'y avait aucun recul sur le remdesivir était une molécule qui a été promue par tout le monde, par le conseil scientifique, alors qu'il n'y avait pas eu de recul suffisant. Et on sait à quel point le remdesivir n'est pas efficace, mais comporte aujourd'hui des effets absolument l'OMS a reconnu. Mais tout à fait, l'OMS a reconnu, et donc toutes ces quantités... Et je rappelle simplement, Martine Vonner, que l'Union européenne a acheté pour 1 milliard d'euros de remdesivir. Il faut quand même qu'on le sache. Tout à fait, voilà. 1 milliard d'euros pour rien. Encore une fois, bon, peut-être, on était il y a 1 an, hein, on avait le droit de se tromper. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a suffisamment de recul. Bien sûr, là aussi, Véran me catalogue comme une pro-Raoult. Je ne suis pas du tout une pro-Raoult, mais je pense que ce médecin, ce professeur français qui a un CV long comme le bras et qui est reconnu partout dans le monde comme un excellent infectiologue, il me semble qu'avec le recul qu'il a, avec aujourd'hui toutes les publications scientifiques internationales qui ont démontré l'effet du traitement ambulatoire précoce, l'azithromycine, l'ivermectine, et encore une fois, attention, je ne dis pas qu'il faut tout prendre en même temps, je dis allez voir votre médecin. En tout cas, il y a des Soyons antibiotiques, prudents. il y a des choses, oui. Et aussi, on n'en a pas parlé, et ma question hier dans l'hémicycle, enfin pas hier, c'était mardi, la question dans l'hémicycle était celle de la prévention. Simplement un chiffre, la vitamine D ne coûte quasiment rien. Aujourd'hui, on dépense quasiment 18 millions par jour en France pour faire des tests PCR. 18 millions d'euros pour les tests, oui. Pour les tests par jour. Ces tests dont on sait aussi qu'ils sont remis en question. C'est un test, le test PCR n'a jamais, normalement, on n'aurait jamais dû être utilisé pour faire du diagnostic en grande population. Et on sait que à partir du moment où le test est amplifié, hein, les fameux cycles d'amplification, le test va être, voilà, le test va être faussement positif. On va se retrouver juste après les infos. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Ouais. Et je ne suis pas le seul à être dans tous les États. L'Assemblée nationale est dans tous ces États actuellement, entre la loi sur le séparatisme, l'article 21 donc de cette loi dont on a parlé un peu plus tôt, et puis Martine Vonner, députée du Bas-Rhin, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui dit ce qu'elle a envie de dire et qui dit un certain nombre de choses. Et je vais vous dire, je préfère ceux qui ont question à tout à ceux qui ont réponse à tout. Parce que c'est vraiment par là qu'il faut commencer. Martine Vonner, on parlait justement de ces traitements, de ce qui se passe là-dessus, de la polémique. Mais au-delà de la polémique, il y a quand même des divisions actuellement. Il y a une chose d'ailleurs, je voudrais avoir, la psychiatre que vous êtes, et une question. Vous savez qu'avant, on doutait déjà depuis longtemps de la parole des politiques. On doutait aussi de la parole des médiatiques, c'est le moins que l'on puisse dire, et des politiques. Et maintenant, depuis la crise du Covid, depuis 1 an, on doute de la parole des médecins. On doute de la parole d'un certain nombre de médecins, en tout cas. C'est-à-dire comme du matin au soir sur les plateaux de télévision et de radio, ils parlent, ils viennent et ils se contredisent. Mais comment cesser déjà cette division entre médecins et cette division du personnel médical qui ne sait plus à quel sein se vouer? Vous avez déjà dit qu'on empêchait certains médecins de voir leurs patients, pas de les voir, de les traiter en tout cas. Donc comment un peu donner une crédibilité à tout cela qui fait que la population aujourd'hui a un sentiment de méfiance totale? C'est vrai que c'est très compliqué parce que depuis le début, on a vu à quel point la posture de l'exécutif, du gouvernement, a été d'entretenir la peur. Donc, et d'ailleurs ce matin en commission des affaires sociales, nous auditionnions Jérôme Salomon et je lui ai d'ailleurs rappelé... Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Tout à fait, qui venait régulièrement aux heures de grande écoute dénombrer le nombre de décès de la Covid. Donc, on voit très bien que ceux qui ont occupé et qui continuent à occuper, on va dire, presque l'intégralité du temps de plateau, du temps de radio, etc., ce sont des médecins qui sont tous d'accord dans cette pensée unique du gouvernement et il n'y a pas de lieu de débat. Et j'aimerais revenir quand même, parce que ça a été extrêmement choquant pour les Françaises et les Français, ce qui s'est passé dans l'hémicycle. C'est-à-dire qu'encore une fois, je suis dans mon rôle d'évaluer et de contrôler l'action du gouvernement. Si je ne peux pas, en tant que simple député... Vous êtes le législatif. Voilà, m'exprimer dans l'hémicycle, où en fait le ministre, lui, a été choisi. Il n'est pas élu, je le rappelle. Donc il ne doit pas traiter ou maltraiter à ce point l'élu de la République que je suis, alors que je ne porte qu'une parole, encore une fois, de 30 000 professionnels de santé. Ce n'est pas Dr Vonner qui parle dans l'hémicycle, c'est la députée qui porte une question. Voilà. Et donc, je suis aujourd'hui en réflexion pour tenter de permettre, si le débat ne peut pas avoir lieu à l'Assemblée, est-ce qu'on peut transposer des lieux de débat? Et moi, je serais très heureuse de pouvoir, avec un minimum d'éthique, d'imaginer des états généraux de la Covid pour que les professionnels de santé, ceux qui sont dans le collectif puissent dialoguer, puissent parler. Ceux qui sont dans la pratique, ceux qui sont dans le... Arrêtons d'opposer les médecins libéraux aux médecins hospitaliers. J'aimerais une fois de plus rendre hommage, parce que les professionnels de santé à l'hôpital font des choses absolument remarquables. Tous les soignants. Et ils ont fait beaucoup de progrès aussi depuis 1 an, entre les moments où le taux de mortalité en réanimation était d'environ 60%. Aujourd'hui, le taux de mortalité en réanimation a complètement chuté. Je crois qu'il est à moins de 30%. Et c'est grâce à ces médecins, c'est grâce à ces professionnels de santé. Mais arrêtons d'opposer. Et je pense qu'on pourrait d'autant mieux les protéger qu'il y aurait moins de monde à l'hôpital. Et pour avoir moins de monde à l'hôpital, il ne faut pas attendre les bras croisés que l'état de santé et la clinique du patient
s'aggrave. Si vous êtes en insuffisance respiratoire, vous allez devoir être hospitalisé en urgence et peut-être même aller en réanimation. Si vous êtes traité très précocement, si même il y a eu prévention en amont par la vitamine D, par le zinc, ce n'est pas Martine Vonner qui le dit. Je suis psychiatre, moi je ne suis pas ni infectiologue ni généraliste, mais ce sont toutes les différentes, encore une fois, publications scientifiques internationales, et il y a des pays comme l'Inde qui distribuent des kits à l'ensemble de sa population pour avoir cette prévention et également Vitamine ce traitement. D, zinc et voilà, autre chose, oui. et également le traitement précoce. Juste un mot là-dessus. D'ailleurs, Martine Vonner, vous avez appris que la Belgique, qui était très réticente de l'hydroxychloroquine, ne l'avait pas interdite, eh bien, elle la recommande au Congo, dans ses anciennes possessions, en disant c'est très bon contre le Covid-19. C'est assez amusant. Et l'ivermectine vient d'être labellisée, notamment en Italie. Donc, il y a plusieurs pays. Alors, souvent, on me reproche en disant, mais tu parles des pays très éloignés où la population n'a pas le même profil. Mais non, en Europe. En Europe, on commence à s'intéresser et même à recommander cette thérapie précoce. Alors justement, juste un mot. Vous disiez peut-être État, vous lancez l'idée de l'État général de la Covid-19, c'est vrai, où tous les personnels, c'est une idée à suivre, je pense. Et vis-à-vis des pharmaciens, il y a eu aussi, entre pharmaciens, médecins, etc., je crois qu'il y a eu aussi... Mais tout à fait. Alors tout à fait. J'en profite pour être à votre antenne pour présenter une nouvelle fois mes excuses à l'ensemble de la profession des pharmaciens. Parce que vous avez fait un tweet un peu... Voilà, un peu fort, il y a eu sur les réseaux sociaux une cabale contre moi. Je n'ai pas du tout envie de dire à juste titre, parce que je répondais très directement à un tweet assassin d'un pharmacien suisse. J'avais pas fait attention, mais c'est un pharmacien suisse. Et j'ai répondu sur un ton, on va dire, un peu, pas du tout véhément, non, un peu carabin, une plaisanterie, comme on se fait depuis des années. Allez, dites-le, c'est quoi ce tweet ? J'ai simplement dit que les pharmaciens étaient des épiciers qui peut-être n'avaient pas réussi médecine. Donc ça a été très mal vécu. Oui, en effet, bon, c'était sur le ton de l'humour, ça n'a pas du tout été interprété comme ça. Je renouvelle mes excuses à l'ensemble de la profession et je crois qu'il faut en effet être très attentif à rassembler, puisque depuis le début, il y a une véritable scission entre les Français, avec le masque, les anti-masques, avec j'allais dire justement ceux qui veulent être soignés précocement et les autres. Aujourd'hui, ceux qui seraient qui se précipitent pour avoir le vaccin, ceux qui sont un peu plus prudents par rapport au vaccin. Et justement, ne pas opposer les médecins et les pharmaciens. Certains pharmaciens aujourd'hui, face à certaines ordonnances, refusent de délivrer certains médicaments. Donc je pense que dans l'intérêt du patient, il faut se faire confiance entre professionnels de terrain. Et on parle de vie humaine. Reprendre un chiffre, parce que c'est important. À date d'hier, 80 443 personnes sont décédées du Covid en France. Je ne vais pas remettre en cause du tout ce chiffre. J'aimerais pourtant rendre attentif au fait que c'est la première fois qu'on cumule les chiffres. J'explique très brièvement. On a toujours remis les pendules à zéro, les compteurs à zéro, avant chaque entrée de la saison hivernale. Ça, on ne revenait pas aux chiffres de la saison d'avant. Jamais on a accumulé les décès dus au virus de la grippe. Ça serait intéressant de le comparer. Bien sûr. Vous aviez tout à l'heure quelqu'un de fort intéressant à votre micro qui relativisait aussi Hervé Lebras. Voilà, qui relativisait cette surmortalité de 2020 par rapport à 2019. Il a fait ses calculs et les chiffres, c'est clair. Voilà, donc soyons toujours attentifs et pour la première fois, ces règles qui ont été éditées depuis longtemps par des épidémiologistes ont été
été remise en cause. Donc attention dans l'accumulation. Attention à cela. Oui. On va Radio reprendre. Berkoff dans tous ses états. André Berkoff est dans tous ses états. Je pense que Martine Vonner aussi, et vous aussi, chers amis auditeurs qui nous écoutez et qui nous écrivez aussi sur le Facebook Live. Vous êtes très nombreux à nous écrire et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Eh bien, voilà plusieurs qui nous posent cette question, Martine Vonner, puisque vous êtes psychiatre. Question sur l'impact des mesures restrictives, notamment sur les enfants. À quel point ça a touché les enfants? Bien sûr. Un rappel que nous sommes depuis maintenant le 23 mars 2020 dans un état d'urgence sanitaire qui a permis au gouvernement de prendre énormément de mesures restrictives de liberté et de droits fondamentaux et d'imposer, comme actuellement ce que nous vivons tous, le couvre-feu à 18h. Et vous parlez des enfants. Les enfants, dès l'âge de 6 ans, doivent porter un masque en permanence à l'école et se retrouvent face à des professeurs qui sont censés j'allais dire les instruire également avec un masque. Donc l'apprentissage de la langue française, de l'écriture, le fait de ne pas pouvoir lire sur les lèvres, des phonèmes, etc., ça devient extrêmement compliqué. Je suis très, très interrogative et même un petit peu, très préoccupée parce que la Société française de pédiatrie a alerté pour la première fois sur l'explosion du recours aux urgences pédiatriques, mais pour des jeunes enfants, des questions psychiatriques, pour des très jeunes enfants. En fait, le motif de recours aux soins, c'est la psychiatrie. C'est des jeunes, dès l'âge de 9 ans, qui sont capables de passer à l'acte et de faire des tentatives de suicide, ou des jeunes qui... Dès l'âge de 9 ans. Des enfants. Des enfants qui, pour la première fois, font des tentatives de suicide. Des enfants qui n'arrivent plus à dormir. Des enfants qui pleurent. Des enfants qui n'arrivent plus à manger. Des enfants qui refusent d'aller à l'école. Alors, je n'ai aucun chiffre à vous donner. Je demande ces chiffres depuis plusieurs semaines à Santé publique France, à la fois pour... Ils les ont, Santé publique France? Alors, ils sont censés les avoir. Depuis plusieurs années, Santé publique France n'a pas remis à jour les chiffres des suicides en France et des tentatives de suicide. Mais mes confrères qui participent aux gardes notamment estiment qu'il y a à peu près un triplement des suicides aujourd'hui en France. Alors là, des adultes bien sûr, et surtout cette alerte par rapport aux enfants. Je sais que notamment Réaction 19, cette association qui s'est constituée et qui est présidée par maître Carlo Alberto Brusa, aujourd'hui demande aux parents de mesurer la saturation en oxygène des enfants le matin au lever et au retour à 16h30, au retour de l'école, après avoir porté un masque toute la journée. Je crois que les premiers résultats sont absolument édifiant. Donc je n'en dévoilerai pas plus. Non, il faudra laisser. Il faut vérifier. Il faut vérifier. Absolument. Il ne faut pas partir dans des. Mais véritablement, je comprends parfaitement la préoccupation des parents et le nombre de questions que vous avez de vos auditeurs sur ce sujet. Parce que le problème, Martine Vonner, juste là-dessus, c'est vrai. Et moi, sans faire de jugement de salon, autant effectivement, on peut critiquer et à juste titre, vous le faites, le management par la peur qui a eu lieu, en tout cas. Autant attention à un certain nombre de délires interprétatifs qui peuvent aller très loin et qui peuvent provoquer aussi autant de panique. Donc vraiment faire attention. L'équilibre actuellement, et c'est pour ça que je veux toujours remettre du débat, surtout quel que soit le sujet, il faut qu'on soit capable de débattre. Et je n'affirme jamais rien sans avoir lu, relu, validé mes sources et questionné par rapport à des choses extrêmement solide. Là, en l'occurrence, par rapport à la santé mentale des Français, je reviens aux adultes, une explosion de recours aux psychotropes. Nous étions déjà, la France a toujours été championne en matière d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, d'hypnotiques pour arriver à dormir. Et là, la consommation, le nombre d'ordonnances explose, plus 30%. Donc c'est extrêmement inquiétant. Et le fait de n'avoir
n'avoir aucune perspective pour certains professionnels de santé, certains professionnels, quelle que soit la filière économique, aucune perspective, que ce soit les restaurateurs. La crise économique aussi. Cette crise économique avec un impact social très très fort. On a une pauvreté qui elle aussi explose en France, malgré l'accompagnement, et j'en profite toujours pour dire que le gouvernement a été attentif, a accompagné sur le plan financier en proposant des prêts garantis par l'État, et ça il faut le reconnaître, et je le reconnais très justement, mais sans cette perspective éventuellement de réouvrir les restaurants, de pouvoir... Le bout du tunnel. Voilà, le bout du tunnel, il est où, il est quand, et ça impacte de façon très péjorative le moral des Français. Allez, on va continuer de vous donner la parole à tous qui nous appelaient, et on va à Perpignan. On donne la parole à Marc. Bonjour Marc. Oui, bonjour Marc. Oui, bonjour. Marc, donc de Perpignan. D'abord, merci de me prendre à l'antenne, ce qui n'est pas chose facile dans les médias traditionnels, en tout cas les médias nationaux. Je voudrais plusieurs choses, mais je vais essayer d'être court. Allez-y, oui, parce qu'on a beaucoup de demandes. Mais allez-y, Marc, allez-y. Voilà, un grand merci d'abord à Martine Vonner pour son positionnement qui est en complément des scientifiques. Je pense à Didier Raoult, je pense au professeur Perron, etc. Tous ces médecins. Oui. C'est contre une pensée unique par rapport à cette crise sanitaire. Donc ça fait plaisir d'avoir une femme politique, et malheureusement je me pose la question, où sont les hommes politiques et les femmes politiques actuellement. C'est à eux, ce serait normalement à eux à se bouger, et on les entend pas. Donc merci, un grand merci à Martine Vonner, et qu'elle ne lâche pas surtout. Et votre question, allez-y. Des remarques. Des remarques ou des questions, mais je vais essayer d'être court. On ne parle plus de traitement, on parle de vaccins, et tout le monde, même sur Sud Radio d'ailleurs, en écoutant Sud Radio le matin, même sur Sud Radio, on pense on ne parle plus de traitement, on parle de vaccin. Et donc ça, c'est complètement admis actuellement. Et moi, je pose la question, où on en est des traitements. Il y a des traitements quand même qui sont tout à fait, d'après ce que j'ai compris, quand même tout à fait possibles. Et on a complètement occulté cette question-là. Et puis j'aurais une deuxième question, mais bon, là, il est un peu plus vaste. Allez-y. Qu'y a-t-il derrière tout cela, C'est-à-dire que moi, j'ai ma petite idée, mais bon, je prends pas les gens du gouvernement pour des imbéciles, contrairement à ce qu'on voudrait nous laisser croire. Donc, s'ils font les choses, c'est qu'il y a une pensée derrière. Voilà. Et une envie derrière. Donc, moi, je laisse... ça fait un moment que je veux poser cette question-là. D'accord. Marc, c'est clair. Merci beaucoup. Je crois que sur les traitements, déjà, en tout cas, Martine Vonner n'est pas de celles et de ceux qui oublient le traitement. Nous non plus, d'ailleurs. Donc, chacun se fait son opinion. Mais je crois, Martine Vonner, est-ce qu'on a vraiment aujourd'hui enterré, je dirais, les traitements avec l'eau du bain, ou quand même, il y a beaucoup de gens, ce que je pense, qui traitent. Dites-moi l'état des lieux là-dessus. Alors, l'état des lieux, en effet, je crois peut-être rappeler qu'il ne serait pas normal d'opposer les traitements aux vaccins. Il y a une grande partie de la population qui veut se faire vacciner, qui va se faire vacciner. Je pense que chacun doit garder complètement cette liberté de choix, et c'est aussi pour cela que je me bats en permanence, c'est la liberté. Rappelez pour autant que même ceux qui veulent être vaccinés aujourd'hui n'ont pas la possibilité, pour bon nombre d'entre eux, d'avoir un rendez-vous dans un calendrier proche. Et pendant ce temps-là, il ne faut pas oublier, je citais tout à l'heure, les professionnels de santé. Alors, il y a ceux qui ont rejoint notre coordination santé libre, mais il y en a d'autres qui n'osent pas forcément se déclarer, parce que les médecins sont malheureusement en France menacés par l'ordre des médecins, et on avait vu très tôt ils en 2020... sont littéralement menacés, on peut le dire ça. C'est-à-dire qu'ils sont
convoqués à des entretiens qui restent, alors, et j'espère que ça va rester sur cette tonalité-là, c'est-à-dire confraternelle, mais l'Ordre des médecins rappelle en permanence qu'il n'y a pas de traitement possible en phase précoce. Donc, les médecins qui, eux, jugent, encore une fois, pour prendre le modèle d'autres pays qui ont d'excellents résultats, de meilleurs résultats. Ne parlons que de l'Afrique du Nord, que la France. Parlons d'autres, Mais d'ailleurs. tout à fait. Là, j'ai les chiffres qui ont été publiés en date du 25 janvier par l'université Johns Hopkins. Et je ne sais pas si on peut voir, mais en tous les cas, ce petit schéma, je ne sais pas si on le voit, mais simplement le dire que la France n'est pas très bien placée en nombre de décès. C'est le nombre de décès attribués au Covid-19 recensés pour 1 million d'habitants. Donc on arrive... En fonction de la population. Voilà, on a plus de décès en France que l'Argentine et le Brésil, alors que ce sont des pays où les hôpitaux, ou en tout cas l'offre de soins, n'est pas aussi performante. Il peut y avoir une question de climat quand même à prendre en compte. Alors, il y a la question de la vitamine D, en effet. Dans ces merveilleux climats, il y a du soleil, mais ça ne suffit pas du tout pour expliquer ces chiffres. En effet, ce sont des pays qui traitent, même si on sait qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique au niveau de Manaus, au Brésil, mais le Brésil est un pays absolument immense. Donc là aussi, selon les territoires, il faut être très attentif. Mais la France n'arrive pas en très très bonne place par rapport au nombre de décès. Donc on peut faire mieux. Et faire mieux, c'est proposer tout ce qu'on a à notre possibilité, comme la prévention vitamine D. Et aujourd'hui, on sait très bien que le virus agit sur un système un peu compliqué qui s'appelle rénine, angiotensine, aldostérone, et que la vitamine D est tout à fait protectrice et indiquée pour ne pas être infecté par la Covid. On se retrouve dans tous ses états. Et la discussion continue entre André Berkoff, Martine Vonner, je rappelle, député du Bas-Rhin, Liberté et Territoire, et puis vous aussi, vous tous qui nous écoutez et qui nous appelez au 0826 300 300. Allez, on va donner la parole à Dominique qui nous appelle de Rochefort. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Dominique. Oui, bonjour André, bonjour Madame Vonner. Bonjour. Je vous appelle pour une question et une remarque, parce que dernièrement, au mois de décembre et janvier, j'avais adressé à 90 députés et sénateurs un mail, une lettre ouverte en fin de compte, faisant un petit peu l'état des lieux de tout ce qui était des moyens utilisés pour gérer la crise. Donc c'était sur les tests PCR pour dire effectivement que c'était pas des bons moyens, c'était des moyens frauduleux. Sur le nombre de décès, le taux d'incidence aussi. Pour information, taux d'incidence la 5e semaine là sur le réseau Sentinelle, le vrai, pas fait sur des fausses bases des tests PCR, il est de 25 sur la semaine 5. 21, pardon, 21. Donc il est très bas pour 100 000 habitants. Et donc j'ai eu plusieurs réponses. J'ai eu deux réponses principalement. Martine Vonner qui effectivement a répondu en remerciant pour ma contribution. Et puis une autre députée, donc j'ai fort apprécié. Et puis une autre députée qui m'a répondu que selon les chiffres officiels, il n'y avait pas moyen parce que la requête c'était supprimer l'état d'urgence et puis supprimer l'état d'urgence sanitaire, oui c'est ça. C'était l'urgence sanitaire parce que l'épidémie était en sommeil et puis que ça ressemblait à une épidémie qui n'était pas du tout inquiétante. D'accord. En prouvant avec les chiffres que je donnais corrigés par des vrais chiffres quoi. Et en fin de compte, c'est l'autre député que j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, je vais pas la citer de toute façon. M'avait répondu que selon les chiffres officiels, il n'était pas question que ça démontrait la validité des décisions prises du maintien avec le couvre-feu et puis l'état d'urgence. En fin de compte, je me suis aperçu à ce moment-là, mis à part des députés comme Martine Vonner, François Ruffin, quelques personnalités comme ça, les députés, en fin de compte, suivent beaucoup la doxa. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ne surveillent pas vraiment l'exécutif dans la totalité. Ils regardent les décisions, mais ils ne regardent pas les moyens utilisés. Et là, les moyens sont frauduleux. C'est démontré, le Portugal, les tests PCR ont été jugés au tribunal et inadaptés. Il y a un procès en cours avec les tests PCR de l'avocat et Dr Fulmich en Allemagne contre l'État fédéral, et même je crois que c'est au niveau de l'OMS aussi, ça va jusque-là.
Donc j'étais un peu étonné de ça. Donc ça m'étonne pas que les lois soient mal votées dans des conditions comme celle-là, quoi. Et que Véran se permette d'insulter Martine Vonner, c'est scandaleux, quoi. C'est vraiment, en plus il dit des grosses bêtises, quoi, qu'il n'y ait pas de traitement. Enfin, il se passe pour un idiot, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui savent qu'il y a des traitements. Hein. Je vous donne une information d'ailleurs à ce sujet-là. Les traitements, si vous voulez voir les études, c'est sur c19studies.com. Vous les trouverez tous là-dessus, et ils sont en nombre. Hein, ivermectine, hydroxychloroquine, zinc, vitamine D, tout ça. Voilà. Donc ça, c'était une réflexion. Et puis la question qui est là avec, c'est ce conseil de l'ordre des médecins. Pourquoi l'Assemblée nationale ne prendrait pas à sa charge l'étude de restructuration de cet ordre des médecins pour qu'il soit indépendant et qu'il soit réellement pas un flicage qui ressemble à ce qui a été fait sous Pétain, quoi. Parce que c'est vraiment inadmissible. D'ailleurs, il avait été fondé, on le rappelle, en 1941. C'est ça. Puis après, j'aurais une petite réflection Attendez, Marc, déjà que Martine Vonner, alors l'ordre des médecins. Alors, l'ordre des médecins, qu'est-ce qu'on peut faire l'ordre des médecins, déjà, a été épinglé par la Cour des comptes. Et malheureusement, les rapports de la Cour des comptes restent trop souvent non suivis des faits, mais je pense qu'ils ne sont pas exécutoires. Voilà, ça serait tout à fait intéressant peut-être de ressortir, mais c'est très récent. Hein, mais je suis étonné que cet ordre des médecins, qui a été, puisque M. Bouet, et je faisais partie de la commission d'enquête Covid parlementaire, et j'en profite pour dire que là aussi, le seul endroit où nous pouvions discuter et auditionner des personnalités telles que le président de l'Ordre national des médecins, cette commission a été supprimée. D'ailleurs, totalement supprimée, c'est-à-dire qu'elle a rendu... Il n'y a plus de commission parlementaire. La commission parlementaire, qui était une mission d'information, qui a été tout de suite mise en place au début de la crise sanitaire en 2020. Cette commission s'est auto-saisie pour devenir une mission d'enquête. La mission d'enquête a rendu ses conclusions fin d'année 2020, mais il était tout à fait question de maintenir absolument l'existence de cette la crise mission. Est encore là. Voilà, donc, de la mission d'information jusqu'à ce que la crise s'arrête. Et les députés de la majorité, qui comme son nom l'indique, sont majoritaires, ont décidé la suppression de cette mission d'information. Je m'en suis d'ailleurs, j'ai écrit un courrier. Quand cette suppression c'est-à-dire qu'on s'est quitté au moment de la suspension des travaux parlementaires fin décembre, et elle devait se remettre au travail là maintenant, et ça n'a pas été fait. Donc les députés de la majorité ont voté en décidant qu'elle n'était plus utile. Donc pour moi, c'est vraiment... Intéressant. Oui, c'est intéressant, et là aussi, ça questionne. Et donc, j'ai écrit un courrier au président de l'Assemblée nationale qui a démontré mardi qu'il n'était pas tout à fait, on dira, à mon écoute, même dans l'hémicycle. Et ce courrier a été co-signé par bon nombre de députés de façon transpartisane, et on s'interroge, en effet, nous aimerions que cette mission d'information puisse à nouveau exister. Pourquoi cette commission a été supprimée? C'est intéressant. Aucun argument, aucun argument. Et peut-être pour éclairer votre auditeur, en effet, les députés, alors sont en permanence entre l'hémicycle, les commissions, chacun s'intéresse à différents sujets, et aujourd'hui, même au sein de la majorité, puisque j'ai encore beaucoup de contacts avec des collègues de la majorité, il y a ceux qui ne me parlent plus, mais il y a ceux qui continuent à trouver ma posture et ma position respectable, m'ont dit que même au sein de la majorité, il n'y a jamais eu de débat sur cet état d'urgence sanitaire. C'est-à-dire qu'ils ont... Qui a été prolongé jusqu'en juin. Il vient d'être revoté, malheureusement, mardi, mais j'étais heureuse, puisqu'il y a quand même beaucoup plus de députés qui, cette fois-ci, ont voté contre la prolongation, environ 190 députés. Mais voilà, l'état d'urgence a été repoussé jusqu'au 1er juin, et les élections régionales auront lieu en juin. Les dates ont été en dehors, mais
quand même, comment faire une campagne électorale, rien que pour les régionales, alors qu'il y a un état d'urgence et que les réunions ne peuvent pas avoir lieu. Donc là aussi, ça interroge. Ça interroge. Sommes-nous encore dans une véritable démocratie ? Alors, on a une grande question. On a justement une autre question sur le Facebook Live de nos éditeurs, enfin de l'un de nos auditeurs, puisque vous avez justement revendiqué d'ouvrir le débat à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut vraiment débattre en médecine comme on débat en politique, alors que c'est une science ? Il faut justement, je crois, réconcilier science et politique. Et là, nous n'avons fait, le gouvernement n'a fait que diviser. Il y a toujours eu, au sein de la commission des affaires sociales, des missions flash, des missions parlementaires d'information sur même certaines maladies chroniques. Actuellement, il y a une mission d'information sur la maladie de Lyme. Donc oui, nous pouvons débattre. Et justement, nous pouvons permettre ces échanges entre les hospitaliers, entre les médecins de première ligne, les médecins généralistes, pour réconcilier et pour faire que la décision politique soit la plus éclairée possible et ne vienne pas simplement d'un conseil scientifique qui n'est pas indépendant, je le rappelle, qui est tellement lié à l'industrie pharmaceutique que c'est particulièrement choquant. Non, et non, justement, Martine Vonner, ce qui est incroyable, et encore une fois, le seul profit de cette crise, le seul aspect positif de cette crise du coronavirus, fait montrer les failles des pouvoirs, les failles législatives, les failles démocratiques. Parce que s'il y a un endroit où il faut discuter de ça, c'est à l'Assemblée nationale. C'est au Sénat. C'est les chambres représentantes du peuple. En principe, je rappelle, parce que c'est devenu un slogan, mais que tout le monde a oublié, la démocratie, c'est par le peuple, pour le peuple, au service du peuple. Et d'ailleurs, il y a un référendum, mais ça, n'en parlons pas. Clémence. Alors, on part en Alsace et on donne la parole à Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Monsieur Bercoff, bonjour Clément, bonjour Madame Venner. Bonjour, je suis un habitué tout doucement. Et déjà, vous Monsieur Bercoff, je vous suis régulièrement et je tiens à vous féliciter de ce que vous avez dit là dernièrement à Monsieur de Menac sur la pseudo-pandémie que nous subissons actuellement. Je vous ai suivi et merci à vous de dire la vérité à tous ces gens-là qui veulent nous faire peur. Merci, on continue. Pardon ? Je dis on continuera. Merci Monsieur Bercoff. D'ailleurs, merci d'exister parce que sans vous, qu'est-ce qu'on ferait ? Et j'ai une question à Madame Werner au sujet des masques. Parce que moi, j'ai 2 enfants, Madame Werner, et je ne supporte pas de voir mes enfants avec des masques, 8 heures par jour. Ils ont quel âge vos enfants, Pascal ? Ma fille a 11 ans, une fille de 11 ans, une fille de 6 ans. D'accord. Et une de mes filles, la plus grande, qui a le masque 8 heures par jour quasiment, parce qu'elle porte aussi dans le bus pour aller à l'école, c'est vrai que régulièrement, elle est fatiguée, très fatiguée, et énervée, et aussi mal de crâne, ce qu'elle n'avait jamais avant. Et je me pose des questions sur l'efficacité de ces masques. Enfin, moi, j'ai mon opinion, ils ne servent strictement à rien. Et ensuite, sur la dangerosité des masques, parce que j'estime que porter des masques 8 heures par jour, je pense que c'est très très mauvais pour la santé, surtout pour la santé des enfants qui ont besoin de respirer énormément. Et j'ai une autre question au sujet des tests PCR. Les tests PCR, pour moi, c'est du pipeau. Je suis régulièrement des études sur les tests, et notamment en Allemagne, il y a un docteur Drosten qui est poursuivi par un avocat, monsieur Rainer Felnich, qui le poursuit pour crime contre l'humanité. Parce qu'il estime que ce monsieur a menti sur les tests PCR, sur l'efficacité des tests PCR, et qu'il travaille uniquement pour le compte de la clique de Davos. Et je voulais votre avis, Madame Venner, sur ces tests PCR, ce que vous en pensez, et bien sûr sur les masques. Martine Vonner. Les masques et les tests PCR. Merci de me redonner la parole. Alors les masques, je vais encourager ce monsieur, comme l'a fait l'association Réaction 19, d'acheter un oxymètre. Ça coûte 3 fois rien. Je crois que c'est même moins de 10 € aujourd'hui pour pouvoir mesurer. Et en fait, on peut avoir une impression. Oui, c'est un instrument de mesure. Non, alors c'est un instrument qui permet de mesurer au doigt le taux, la saturation d'oxygène de l'enfant avant l'école et après l'école, après le port du masque. Et il faut sortir de cette impression. Monsieur a
peut-être raison. Il nous parle de la fatigabilité des enfants. D'autres médecins le disent aussi, enfin des médecins le disent aussi. Mais il faut pouvoir véritablement l'identifier et avoir des chiffres. Donc je peux encourager tous les parents qui auraient des doutes sur la capacité de leurs enfants à supporter, sans que ça nuise à leur propre santé, ce masque à longueur de journée. Il faut vraiment avoir des chiffres, parce que c'est vrai que si on est en deçà de 95, 96, 98% de saturation d'oxygène chez un enfant, c'est délétère pour le développement de l'enfant, pour les capacités cognitives, et ça entraîne des troubles de l'humeur, de l'irritabilité, etc. Et un défaut des apprentissages. Voilà. Le test PCR, je crois que je l'avais dit tout à l'heure, c'est un test en effet qui n'est pas aujourd'hui fiable parce que les laboratoires les utilisent de façon très différente. C'était un test qui aurait dû rester, on va dire, au bénéfice des chercheurs, mais pas être un test diagnostique de masse. On a pu prouver qu'il y avait énormément de faux positifs avec ce test. C'est ça, à partir d'un certain pic, c'était des faux positifs, etc. Tout à fait. Clémence. Allez, on va aller à Aubervilliers, on donne la parole à Annie. Bonjour Annie. Oui, bonjour Annie. à tous et merci de vos émissions. Voilà, je voudrais intervenir pour plusieurs petits points. J'explique tout de suite pourquoi j'en suis arrivée là. Au début du confinement, on nous disait on ne peut pas vous soigner, grosso modo. Les toubibs, nos toubibs, en tout cas le mien était fermé. Et donc, attendez d'être mourant et puis aller à l'hôpital. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Je ne comprends pas comment un État puisse dire à son peuple, disons-le comme ça, de ne pas se faire soigner. Bon, donc je me suis dit, ils veulent nous laisser mourir, finalement. Voilà, donc l'idée c'est celle-là. Donc j'ai pioché un peu, et je finis par comprendre que cette crise sanitaire n'était qu'un prétexte pour une lecture que j'ai eue, moi, d'une crise économique et d'une volonté de passer d'un système économique ce qu'on appelle avant, à un autre petit peu, si vous voulez, comme la crise industrielle du 19e est passée d'un système à un autre. Donc, je pense qu'on en est là. Et en cherchant bien, en écoutant beaucoup de choses, y compris des économistes, je me suis rendu compte que c'est ça le problème. Donc, ce prétexte, je vais donc continuer là-dessus. Ce prétexte c'était incroyable de dire aux cliniques privées, qui avaient à l'époque pas mal de lits de réanimation, on ne veut pas de vous. Si vous êtes, alors, entre guillemets, c'est ce que j'ai lu. Si vous êtes disponible, venez donc nous aider. Si vous avez des appareils de réanimation, apportez-les à l'hôpital. Vous imaginez qu'on puisse dire aux gens, ne vous soignez pas. Juste un mot. Pardon, Annie, restez avec nous. Attendez, Martine Vonner, ça s'est vraiment passé comme ça. Est-ce qu'il y a eu entre le privé et le public en disant non, on n'a pas besoin de vous? Alors, j'ai un éclairage un tout petit peu particulier et différent, puisque je suis une élue de l'Est. Et le Grand Est, on se souvient, était la région impactée en premier. D'ailleurs, ça me permet de faire un aparté. On a des retours sur l'identification de personnes qui étaient déjà positives, qui ont été malades du Covid depuis octobre 2019. 2019 en Alsace, donc bien avant les premiers cas annoncés de Wuhan. Et à ce moment-là, on ne parlait pas du tout de la Covid. Mes confrères alsaciens ont traité leurs patients et il n'y a pas à rajouter dans la liste des décès. Aucune personne n'est décédée à ce moment-là. Elles ont été traitées. Elles ont été traitées. Dans la coopération publique-privée, en Alsace et dans beaucoup d'endroits du Grand Est, elle est très naturelle parce qu'elle est, j'allais dire, c'est l'histoire qui veut ça. Le privé est confessionnel en Alsace et participant de fait au service public et très rapidement, tout de suite, notamment la très grosse clinique privée de Strasbourg. Mais est-ce que c'est vrai pour toute la France? Non, alors il y a eu en effet, et ça nous l'avons entendu en commission d'enquête Covid, beaucoup d'établissements privés qui réellement sont restés totalement vides. Ils avaient déprogrammé notamment l'activité chirurgicale. Ils sont restés vides. Ils voulaient être à disposition, notamment leurs unités de soins intensifs, à disposition de l'hôpital public, et ça n'a pas. Pourquoi? Mais comment ça se fait? Comment, alors vraiment, rationnellement, on peut comprendre parce que le donneur d'ordre, à l'époque, et toujours encore aujourd'hui, sur un territoire de santé, les agences régionales de santé, les ARS, n'ont
aucune initiative propre possible. Elles obéissent au ministre de la Santé. Elles ne peuvent pas avoir la moindre initiative. C'est absolument terrible. Et nous en discutons, les parlementaires, une Mais elles fois... servent à quoi? C'est pas rien à ce moment-là. Elles servent comme des services déconcentrés et pas... C'est des sous-préfectures, c'est des préfectures. C'est des préfectures sanitaires, parce qu'il y a bien le préfet et le directeur de l'agence régionale de santé, mais qui obéit au niveau national. Annie, continuons si vous avez d'autres, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs. Voilà. Allez-y. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez pris des contacts, vous, Madame Bonner, et les autres médecins qui refusent ce qui se passe, avec l'Italie. Parce que moi, mes origines, mes parents étaient italiens, donc j'écoute très souvent, puisqu'en ayant de la famille là-bas, et je me suis rendu compte, dans une émission qui est passée samedi, je crois, dernier, que beaucoup de médecins italiens, notamment en Lombardie, avaient la même façon de fonctionner comme protocole que M. Raoult. Et donc, je me dis, ils veulent sauver des gens. Et donc, ils ont sauvé beaucoup de gens. Il y a eu très peu de gens. Ils n'ont eu que sur, je sais pas, ils soignent 9000 personnes. Alors là, tout ça, c'est à préciser. Mais le fond de ce que je vous dis est juste. Ils n'ont eu que 2 morts. Et donc, et pas d'hospitalisation. Et donc, est-ce que, comme je pense que c'est une concertation internationale, certainement, puisque c'est le titre d'une pandémie, mais qu'il y a une concertation très précise en Europe pour dire on ne peut pas soigner, il faut attendre le vaccin. Et je vous dis qu'en Italie, donc comme vous avez une association ou un collectif, peut-être serait-il bon de prendre langue avec ces Italiens, ces médecins, donc ça, Madame Bonner va peut-être me donner une réponse. Elle va vous la donner. Je vais vous la donner. Nous sommes en effet dans notre collectif, dans la coordination Santé Libre, nous sommes en effet en contact avec des médecins au niveau international. Pas du tout que l'Europe, mais même au-delà de l'Europe. Donc nous confrontons en fait la réalité, j'allais dire, des exigences des différents gouvernements, la réalité de terrain. Madame parle de l'Italie. Je crois que j'ai cité ce pays tout à l'heure. En effet, l'Italie vient de labelliser certains traitements précoces et aujourd'hui, alors je ne sais pas, je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne pense que c'est peut-être pas dans toute l'Italie, mais dans certaines régions italiennes, l'utilisation de traitements précoces est tout à fait possible. J'aimerais peut-être éclairer les auditeurs en disant, après tout, rien d'étonnant que tous les pays proposent la même stratégie, puisque ce sont les mêmes qui conseillent tous les gouvernements. On a des sociétés privées, je ne citerai que McKinsey elle a fait les gros titres de la presse, mais McKinsey aujourd'hui, qui est une société énorme de conseil, qui malheureusement a déjà fait par le passé parler d'elle et aujourd'hui... Pour le dire, sur les opioïdes condamnés à 373 millions 573 millions, j'ai le chiffre exact, condamnés à 573 millions de dollars d'amende. Voilà. Donc, et c'est à cette société-là que nous confions la santé de nos concitoyens, puisque ce sont ces sociétés eux qui conseillent, qui accompagnent l'Élysée, qui accompagnent le ministre de la Santé et tous ses propres conseillers du ministère. Mais ce ne sont pas eux qui décident alors, quand même. Non, ils conseillent. Mais à partir du moment où vous avez des stratégies comme la stratégie vaccinale, qui elle-même est conseillée par McKinsey, on ne s'étonne plus que tous les pays fassent la même chose. Et on va donner la parole à Julien. Bonjour Julien. Oui, bonjour Julien. Oui, bonjour Clémence, bonjour André Berkoff et bonjour à votre invité Martine Bonner. Bonjour. Moi, je trouve très intéressant tout ce que vous dites effectivement depuis le début de l'émission. On sait en réalité, après toutes les études qui sont parues, il y a un auditeur qui en parlait tout à l'heure, il y a un site qui reprend les études sur la colchicine, l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, etc. Donc en fait, on sait que ça marche. On en est quasiment certain, mais je pense que, comme vous disiez, Martine Bonner, les médecins, moi j'en ai autour de moi dans ma famille, ils subissent une telle pression pour ne pas prescrire et en réalité pour ne pas faire leur travail de médecin traitant. Il faut quand même rappeler que c'est effectivement le terme utilisé, médecin traitant. Donc là, on en arrive à ne plus vouloir traiter les gens pour, à mon avis, ce qui n'engage que moi, des conflits d'intérêts, mais qui sont
énormes, qui sont absolument énormes et qui sont même, j'irais même jusque de la corruption certainement, et qui touchent pas seulement les laboratoires, parce qu'en réalité ça englobe les médias qui jouent le jeu aussi de ces traitements en diabolisant ceux qui proposent des alternatives qui coûtent pas cher. Et donc je pense que le vrai problème il est là, c'est un noyau effectivement sans fin, les laboratoires soutenus par nos politiques et les médias qui font le jeu de tout ça. Donc je pense que c'est un trio infernal qui peut pas continuer, ou alors c'est qu'effectivement on a délibérément décidé de soutenir un système qui est, il faut le dire, d'une certaine façon pourri à la racine, quoi. Justement, je voudrais rebondir sur ce que dit Julien. Est-ce que Martine Vonner, parce qu'on arrive un peu en fin d'émission et je voudrais vous laisser effectivement le mot de la fin ou les mots de la fin, et c'est que sans entrer dans des délires complotistes en quoi que ce soit, effectivement, il y a eu, comme l'a dit une auditrice, un changement de monde. Et on est passé du monde rural au monde industriel, du monde industriel au monde tertiaire. Est-ce que là, à cette occasion-là, et encore une fois, sans que ce soit un plan organisé, etc., est-ce qu'on n'est pas en train, en tout cas, d'essayer de changer de monde, et je dirais d'un monde de tableau Excel, d'un monde de distance, etc. Parce que c'est vrai que cette histoire de ne pas traiter, cette histoire d'attendre, cette histoire de contact, alors il ne faut pas oublier évidemment le virus, en aucun cas, est-ce qu'on n'est pas en train d'un basculement, ou au contraire, c'est un drame, mais on va retrouver, et on l'espère aussi, nos coordonnées et nos appuis, à votre avis? Mais j'espère en effet qu'on va retrouver le monde du 16 mars 2020, c'est-à-dire ce monde où on pouvait se serrer la main, se toucher, s'embrasser, aller au travail sans rester des heures derrière un écran d'ordinateur. Et je ne doute pas que si nous arrivons à éteindre cette épidémie, aussi en soignant, nous pourrons retrouver notre vie d'avant. Le constat qui est fait, c'est assez catastrophique. C'est-à-dire que quand je parlais du débat, et j'ai aussi demandé plusieurs fois qu'on ait réellement un moment, une réflexion sur l'évaluation sanitaire, économique et sociale. C'est-à-dire quels sont les choix qu'il faut prioriser. On voit bien que sur le plan de l'économie française, elle est un peu maintenue, un peu la tête hors de l'eau, mais elle est en train de s'effondrer. Elle est sous respiration artificielle. Voilà, exactement. Elle est en réanimation, là. Elle est en réanimation. Tout à fait. Et c'est vrai que si on n'inverse pas la mécanique, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est le modèle grec qu'on va imposer et qui va être imposé à toute l'Europe? C'est-à-dire que la Grèce, qui était en grande difficulté, avait aussi été mise sous respirateur par les financements européens. Et ne pouvant pas rembourser, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que les sociétés grecques, l'une après l'autre, ont été captées par des énormes sociétés. Et on voit aujourd'hui poindre... On n'est pas très loin de ça dans certains domaines. Non, on n'est pas loin de ça. Et quand on voit que si vous voulez dîner, je fais un petit clin d'œil, parce que quand on sort de l'hémicycle à 19h30 et que tout est fermé à 18h, il n'y a plus qu'à commander un repas. Mais les citoyens aujourd'hui qui vivent un couvre-feu difficile dans leur quotidien, parce que quand on travaille toute la journée, comment aller faire ses courses après 18h? C'est impossible. Donc c'est ce quotidien-là de la privation du lien social, de la privation de toutes les libertés. On comprend complètement dans l'idée du gouvernement de protéger les plus vulnérables, mais dont acte, ne pourrait-on pas faire différemment? Et je pense qu'il est urgent de réfléchir ensemble à une autre voie. Nous avions évoqué la 4e voie dans notre manifeste des libertés, dans la coordination santé libre. Cette 4e voie, je pense qu'il faut vraiment l'emprunter maintenant. Eh bien, écoutez, on continuera en tout cas à vous suivre et à suivre tout cela. Et ça s'appelle effectivement de l'humanisme. Merci beaucoup, en tout cas, Martine Vonner, je rappelle, députée du Bas-Rhin, Liberté et Territoire. Merci beaucoup d'avoir été avec